Laurent Roland Tourniquet, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Belle cravate, Merci. belle veste ce matin. Merci. On démarre par ce fait d'actualité qui est bien, disons, défraie la chronique depuis hier. C'est encore le cas ce matin. Le contraire aura étonné. Boni Yayi, désormais nouveau président du parti Les Démocrates. Laurent Roland Tourniquet. Oui, je crois que c'est sans surprise. Je pense sincèrement que Boni Yayi, cette fois-ci, a réussi à avoir le pouvoir en place. Parce que, qu'il vous souvienne qu'en 2000, dans la perspective de 2019 et autres, on a réussi à faire de Paul Rompé président ou secrétaire exécutif national du parti FCBE, qui entre-temps a éjecté Boni Yayi, parce qu'entre-temps Boni Yayi avait les leviers en main et on n'avait pas voulu donner quitus à cette fonction politique. Mais il a fallu que Paul Rompé trouve la formule d'éjecter Boni Yayi et consort de la BAC FCBE pour que finalement on se retrouve dans une situation où ils ont pu avoir les papiers. Maintenant, ils ont pu mettre certainement. Moi, je pense que depuis Boni Yayi était bien le président de cette formation politique, jusqu'on lui a donné le titre de président fondateur, président d'honneur, pardon. Et donc, dès qu'ils ont réussi à avoir les papiers, donc ils ont réussi à participer aux élections législatives, il fallait confier maintenant les destinées du parti dans les mains de quelqu'un qui peut valablement affronter Patrice Talon. Je ne dis pas que Éric Rondeté n'avait pas la carrure, mais quand on regarde les deux personnalités, on les met dans la balance et compte tenu des difficultés de leadership, des guerres de leadership au sein de cette formation politique, je ne trahis aucun secret en disant qu'entre Nourenou Atchadé et puis Éric Rondeté, ça n'allait pas pour autant. Et donc, il fallait un troisième larron. Et ce troisième larron qui pourrait faire l'unanimité du nord au sud, de l'est à l'ouest pour cette formation politique, la meilleure personne pour moi, c'était Boni Yayi. Et donc, nous y sommes. Et donc, nous y sommes et on reviendra d'ailleurs sur le sujet dans l'actu décalé, Laurent Roland Tourniquet, pour faire quelques analyses et voir notamment les différentes implications de ce changement survenu à la tête de la plus grande formation politique. De l'opposition au Bénin pour l'heure. Ouais. Parce que 2026 est encore loin. Oui. Enfin, si loin, si proche. Beaucoup de choses peuvent encore se passer, sait-on jamais. Donc, en attendant... je crois que l'Indépendant a écrit ce matin que c'est une stratégie, le régionalisme comme stratégie de conquête du pouvoir. Je crois que c'est aucunement le régionalisme. Puisqu'on a la photo donc, de Boni Yayi et le logo du Parti des démocrates, on suppose que c'est en rapport avec ce Oui, justement. Et moi, je voudrais simplement dire ce matin que quand on regarde sur la scène politique, il y a des gens qui font l'unanimité pratiquement dans toutes les régions du Bénin. Quand je prends un certain héros Rondeté, écoutez, qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde en face. Il a été député dans la 5e circonscription électorale. C'est sur ce plateau ici que j'ai dit que il y a quelqu'un qui est un pion essentiel, qui fait toujours l'élection, qui arrive, qui travaille toujours à aider pour que Éric Rondeté soit élu. C'est un certain Jules Lodjou qui est de Tofort. Et quand vous regardez dans la 5e, les différentes élections qu'on a connues par le passé, élections législatives, quand vous regardez bien ce qui s'est passé dans cette région, même dans Pomassé, d'où vient Éric Rondeté, et autres, allez voir le suffrage qu'il a réussi à avoir là, mais allez voir le score que Jules Lodjou arrive à faire à Tofort, à la Daï environ. Donc, dans une certaine mesure, est-ce que déjà dans la 5e, Éric Rondeté fait l'unanimité? Est-ce qu'au niveau du Bénin méridional, Éric Rondeté fait l'unanimité? Ça pose un problème. Est-ce que si on confie la formation politique à Nourenou Atchadé, est-ce qu'il fera l'unanimité? N'oubliez pas que Nourenou Atchadé est du nord-ouest du Bénin. Par contre, quand vous allez au nord-est du Bénin, du côté de Parakou, Niki et autres, dans une certaine mesure, c'est encore un autre langage. Et d'ailleurs, il y a même ce clivage, malheureusement, qu'on observe sur la scène politique, dans ces régions, dans une certaine mesure. Mais il y a une personne qui, si vous l'amenez à Cotonou, des gens sortiront, il fera l'unanimité. Si vous l'amenez à Djakotomé, il fera l'unanimité. Quand vous allez l'amener à Kétou, il fera l'unanimité. Quand vous l'envoyez à Parakou, c'est pareil. À Pira, c'est pareil. À Kobi, à Malavi, c'est pareil. Et donc, cette personne, en réalité, qui peut porter dans une certaine mesure et qui peut faire l'unanimité pour permettre à cette formation politique d'engranger davantage de militants sur le terrain, c'est malheureusement
pour ceux qui voient en Boni Yayi un régionaliste, c'est Boni Yayi en réalité. Maintenant, on peut donner toutes les interprétations possibles. Boni Yayi n'est plus candidat. D'ailleurs, sur papier, quand on regarde la Constitution, il n'est plus candidat. À moins qu'on change le code électoral et qu'on dise que oui, finalement, il y a possibilité qu'on aille à un seul troisième République. Oui, non. Peut-être que si on révise la Constitution et que dans une certaine mesure, on permet à un moment donné de faire plus de deux mandats, finalement, il peut se présenter candidat. Bon, maintenant, c'est le piège c'est l'erreur à ne pas faire par la mouvance présidentielle. Parce que sur papier, au moins, aujourd'hui, les deux hommes, personnalités mis dans la balance, l'autre a un avantage. On revient en tout cas sur donc, le sujet de la présidence désormais occupée par Thomas Boni Yayi. Au niveau du parti Les Démocrates, dans l'actu décalé, vos réactions seront les bienvenues, amis téléspectateurs et internautes, au 96 76 68 68 ou via le direct en cours sur le métal. Laurent Roland, Tony, c'est vrai que la presse s'est beaucoup plus concentrée sur ce sujet ce matin, mais il y en a d'autres quand même, abordés par les quotidiens, comme celui de la démission de Oswald Omeki, par exemple, et la sortie du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, qui pour une fois donne la position du gouvernement sur le sujet. Alors, si vous permettez, je vais rapidement lire les propos exactement pour qu'on ne me dise pas que je prête des attentions au porte-parole. Il a dit ceci: la position personnelle que le ministre Omeki a prise est apparue comme étant en déphasage avec l'esprit de la réforme du système partisan. Et c'est pour cela que le chef de l'État l'a interpellé et lui a dit d'éviter cela à l'avenir, car cela mettrait à mal à terme cette réforme, a dit le porte-parole. Voilà. Citez votre source. C'est Bénin Intelligent. Parce qu'il a été reçu à la rédaction justement de Bénin Intelligent pour son point hebdomadaire. Et par la suite, il dit, le ministre a considéré qu'il pouvait défendre sa position et c'est la raison pour laquelle il a demandé à être libéré de ses fonctions. Le chef de l'État a accepté. Alors, quand je vois le débat au niveau de la mouvance présidentielle, quand on dit que le ministre des Sports n'avait pas le droit de se prononcer de cette manière, parce que cela mettait à mal la réforme du système partisan, et que, d'ailleurs même on dit, j'ai lu à la une d'un journal la semaine passée, que normalement ceux qui ont suscité les candidatures au niveau des formations politiques devraient être sanctionnés. Je me pose la question de savoir, et quel est le sort réservé à Olivier Bokor? Parce que Olivier Bokor est membre de la formation politique, d'une formation politique. Est-il membre, justement? Justement, il est membre d'une formation politique. D'accord. C'est le chef de l'État qui n'est pas officiellement membre d'une formation politique. Parce que je sache, mais je sais qu'Olivier Bokor, en tout cas, on a eu tous les informations. De toute façon, de toute façon, il est membre d'une formation politique. De toute façon, il était enregistré membre d'une formation politique. Après, on a vu qu'il a viré vers une autre formation politique. Mais toujours est-il que le monsieur n'a pas parlé. Et la formation politique aussi, en réalité, pourquoi vouloir susciter et sanctionner ceux qui suscitent, mais ne pas sanctionner alors celui qui est suscité et qui ne parle pas? Pourquoi le chef n'interpelle pas son ami, si ce n'est pas une supercherie, pourquoi le chef n'interpelle pas son ami, qui était même avec lui lors de son dernier voyage en Chine, ne l'interpelle pas, et que c'est le ministre qui a pris la parole qu'on interpelle? Moi, j'ai comme l'impression... Après, je ne vous coupe pas, mais vous me permettrez de nuancer, parce que là, le ministre Oswald Omeki a démissionné parce que, oui, le chef de l'État lui aurait fait des remontrances par rapport à sa position affichée, qui concerne donc son soutien à la candidature suscitée de Olivier Bokor pour 2026. Ça, cette information-là. Mais après, on ne sait pas si, justement, en coulisses, le chef de l'État a fait des remontrances aussi à son ami Olivier Bokor par rapport à ce qui se passe. Les suscitations de candidature ont commencé depuis quand? Oui, mais on ne sait pas. Et on ne sait pas si non plus dans le futur cela sera fait ou pas. Parce que justement, la presse en a parlé abondamment la semaine écoulée seulement. La stratégie. Les deux formations entendent justement, en tout cas, sévir, pour m'exprimer ainsi par rapport vous voulez que je vous dise ce qui va se passer? Oui. On fera de Olivier Bokor une victime à un moment donné, parce que Omeki a démissionné à cause de lui. On fera de lui une victime. Et les naïfs peut-être vont suivre.
Et puis, finalement, il réussira à avoir les parrainages, comme on a pu voir un certain Irénée Agossa sortir de nulle part avoir les parrainages. C'est-à-dire quoi? On fera de lui suffisamment dans les prochains mois, si la supercherie doit continuer, à faire de lui une victime pour montrer que finalement, le chef est contre lui et que la fonction politique est contre lui alors qu'il a servi, il a été loyal, il a été fidèle. Et puis finalement... Pourquoi pensez-vous qu'on fera de lui mais une écoutez, victime ça a commencé. Oui. Parce que tout ce qu'on nous dessine, nous montre là, en réalité, pour moi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. En tout cas, pour certains, ça peut tenir. Vous rejoignez en fait la lecture de Madame Odile, je pense. Oui, qui avait parlé. La Non, semaine mais écoutez, qui parlait, oui, voilà, d'un schéma qu'on veut nous ramener. vous savez, dans notre schéma, pays, oui, dans le pays, oui, on sait que la victimisation, on sait que les populations aiment les victimes, mais on a oublié que les populations sont devenues davantage matures compte tenu de ce qu'ils ont vécu de 2016 à aujourd'hui. Tenant compte de 2019, 2020, 2021, 2023, les gens ont acquis une certaine maturité et donc ce n'est plus les Béninois qui ont fait d'une victime président en 2016, malheureusement. Donc, je crois que toute cette stratégie où on veut nous faire croire que le chef a fait reproche à son ministre qui en griffe, j'insiste, je l'ai dit la semaine dernière, je suis déçu, qui est en réalité comme son fils, en réalité. Oui, bon, selon les infos. Ce n'est pas selon les infos. En tout cas, moi, je le dis, il faut qu'il vienne me dire le contraire. Voilà. Omeki est comme un fils pour Patrice Talon. Oui. Quand la femme de Omeki a organisé son fashion show au pied de l'Amazon, on a vu le chef de l'État se déplacer personnellement pour aller le soutenir. Quoi de plus normal, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? L'initiative de la femme d'un de ses ministres. Autre détail simple. Le ministre est parti, oui. mais on est allé piocher dans sa région, oui. Exactement dans sa région, pour prendre quelqu'un pour justement rééquilibrer les choses. Ok, d'accord. De toute façon, ce que je vous dis simplement, qu'on cesse de nous distraire pour dire qu'on veut sanctionner tel ou tel. Ils savent d'où viennent les soutiens pour les suscitations de candidature. Et ils savent comment ça se passe, les suscitations de candidature. Susciter la candidature d'un acteur comme Olivier Bocor, en prenant par exemple les grandes salles là, en finançant au moins minimum 1 million pour les salles par exemple, en mettant toute la logistique qu'on voit là, avec tous les moyens qu'on déploie pour ceux qui viennent assister aux déclarations de suscitation de candidature, et qu'on dit qu'au finalement on veut sanctionner ceux qui suscitent, en réalité, alors que même celui dont la candidature est suscitée ne parle pas, et que même dans l'environnement du chef de l'État, l'entourage du chef de l'État, on sait très bien qu'il appartient à une des formations politiques qui soutient le chef de l'État et que déjà lui-même n'est pas sanctionné. Et même, moi, je n'ai pas encore vu sa carte de membre. Maintenant, le problème, c'est ce qui est sûr. Je n'y crois pas. Ce qui est sûr dans les prochains jours, il se peut qu'en voulant sanctionner ceux qui suscitent, les formations politiques le suscitent aussi, pour qu'on fasse de lui davantage la victime, pour que tout le monde dit qu'il est détesté. Des formations d'autres bords, c'est ça que la mouvance, non, vous dire? La formation, l'une des formations de la mouvance... Parce que oui, le BA et l'UPA entendent sanctionner. Oui, je dis... Les susciteurs de candidature. Ne soyez pas surpris que... Il n'est pas impossible que, oui, la personne suscitée aussi soit sanctionnée. Pour faire de lui davantage la victime. Et qu'il nous fasse croire qu'il se détache de son allié, dans certaines mesures, partenaire, et finalement que les formations politiques refusent de lui donner officiellement des parrainages en 2026, et que ce soit des députés qui prennent l'initiative personnellement de lui donner le parrainage, comme ils ont pu donner à Irénée Agossa en 2021. Donc, je crois que nous devons être... La théorie du complot. Non, mais ce n'est pas théorie du complot. Je fais une analyse de la situation et je crois qu'on ne doit pas être surpris de voir cette scène-là. Ce schéma, en fait. Ce schéma dans les prochains mois. Attendons de voir, en tout cas, Laurent, Roland, Tony, en parlant justement de la démission du ministre Oswald Omeki et de son remplaçant Benoît Dato. Le confrère de la matinée a titré ce matin ministère béninois des Sports. Pourquoi le choix de Benoît Dato est bon pour le mouvement sportif? Bon, moi, je ne le connaissais pas. Je sais que j'ai pu lire sur son CV qu'il a été directeur adjoint, je ne sais quoi, de Bénin-Contrôle. De Bénin-Contrôle. Et puis, il est conseiller du ministre des Finances. Et qu'il a fait l'économie, il a une maîtrise. Sur le campus, je pense. Oui, à l'université d'Abomey-Calavi. C'est ce que j'ai lu sur lui. Est-ce qu'il était un pratiquant? J'ai pu lire quelque part quand il était défenseur, je ne sais quoi. Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas trop. Au sein des écuries ou des guépards? Je ne sais pas. De toute façon,
on ne va pas sous-estimer ses compétences. Mhm. Vous savez, le leadership, le savoir-faire, ce n'est pas une question de diplôme nécessairement. C'est une question de mentalité, de mind, comme le disent les Anglais. L'aptitude. Donc, on peut être en train de penser que Omeki a fait beaucoup plus de sport béninois et que c'est En 7 ans. En 7 ans et que c'est peut-être Benoît Dato en 2 ans qui fera, en tout cas, fera monter davantage le sport béninois. On nous dit qu'actuellement, bon, après avoir été éliminé de la CAN, on prépare les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Peut-être avec lui, peut-être qu'on y arrivera. On y arrivera. Peut-être bien. Ce que je veux dire, c'est déjà que sans sous-estimer ses compétences, c'est de lui dire de faire très attention parce que le monde sportif est aussi un monde assez glissant. Absolument. Où on vous glisse les potes, on vous glisse les pots de banane, et tout peut arriver. Et c'est de considérer aussi toutes les fédérations au même titre parce que on a assez injecté assez de milliards dans le football sans grand alors que dans d'autres disciplines, les gens font assez d'efforts, ils sont inconnus au bataillon, ils n'ont pas de moyens. Quand je prends la boxe, par exemple, j'ai pu lire hier un autre qui a aussi encore fait des merveilles, qui est là, mais malheureusement, on ne parlera pas de lui. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu aucun média parler de lui à la une, notamment même notre aîné Félix Sondé qui n'a pas parlé de lui également. Donc, il y a ces disciplines-là dans lesquelles les gens font assez d'efforts, mais qui ne sont pas davantage connus et qu'on n'encourage pas. J'étais là à critiquer la manière dont on a traité ceux qui sont allés à la Coupe du Monde de pétanque. C'est autant de choses. Il faut trouver le mécanisme pour mettre davantage de moyens dans les autres disciplines. À l'addition de d'autres disciplines et des athlètes personnellement. Ce n'est pas mettre l'argent au niveau des fédérations, mettre l'argent au niveau des fédérations, mais organiser un suivi rigoureux des athlètes désormais. D'accord. En parlant justement du football, le confrère de la matinée nous donne des nouvelles des Amazones qui vraisemblablement sont tombées héroïques les armes à la main dans le cadre de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. Oui, ils étaient face au Congo, ils ont fait un match nul 0-0, même malgré ce match nul, elles sont éliminées, pardon. Et donc, on a pu voir, et c'est de ça que je parle, de la progression, ce que Ouzérou Abdoulaye, l'ancien international béninois, a fait à la tête de l'équipe féminine. C'est un effort. C'est pourquoi je disais toujours qu'il faut recommencer par le bas, et quand on va acquérir avec le temps des expériences, on peut avoir un résultat et on sera davantage compétitif. Cette équipe, on connaît le score que cette équipe faisait par le passé. Les filles étaient laminées la plupart du temps, mais avec l'arrivée de Ouzérou Abdoulaye, il y a un travail qui a été fait. Il y a le mental du joueur même qui est coach de ces femmes. Et il va falloir maintenant davantage travailler à donner plus de moyens à cette équipe féminine. Ce n'est pas parce qu'on a compétition, ce n'est pas quand on a compétition qu'il faut les rassembler. La plupart de ces filles sont au plan local. Donc, il faut maintenant, au fur et à mesure, organiser des séances d'entraînement entre ces filles-là, de sorte à avoir une équipe soudée, une équipe qui se connaît, parce que il ne sert à rien de chaque fois, la veille d'une compétition, aller chercher des filles un peu partout pour dire, ou des joueurs un peu partout pour dire qu'on veut constituer une équipe. C'est pareil pour celles qui étaient battues tout récemment avec un entraîneur qui disait que c'est à cause du bruit que... Oui, il y avait du bruit qui parlait, les filles n'entendaient pas. N'entendaient pas. Je pense qu'il faut mettre un peu de moyens à la disposition de ces filles. Les entraîneurs au quotidien, elles sont là. Il faut continuer le travail. Ça portera un jour. Dans un autre registre, Laurent Roland-Antonin avec le quotidien Les 4 vérités, on apprend ce matin qu'il y a eu protestation contre la fermeture de pistes donnant accès à la frontière togolaise. Affrontement sanglant entre population et policiers à Maningri. Un autre quotidien nous informe d'ailleurs que deux commissaires de police notamment ont été blessés. Oui, il y a de ces situations de malentendus souvent au niveau de nos frontières, et ce qui amène souvent à des problèmes. Et ici, il est question de fermeture de pistes parce que oui, à des moments donnés, les gens ne veulent pas passer par la frontière formelle, ils veulent passer par d'autres pistes pour aller dans le pays, pour aller dans les deux pays, quoi. Et parfois, face à ça, il y a des forces de l'ordre qui résistent, et qui empêchent les citoyens de circuler.
Je crois qu'il faut sensibiliser la population des deux côtés, du côté béninois et du côté togolais, pour que les gens comprennent davantage qu'il faut respecter l'autorité de l'État qu'incarne le policier et faire en sorte que les gens passent par la frontière. Parce qu'en fait, en exigeant que les gens passent par la frontière, c'est pour la sécurité des populations qui sont autour de ces frontières. Moi, j'ai pu voir quand vous allez au Togo, à Lomé, vous voyez des habitations et vous voyez à côté juste, vous traversez peut-être 2 mètres, vous êtes dans le Ghana, d'accord? Mais malgré ça, les gens passent souvent par la frontière, formellement. C'est-à-dire que c'est juste les populations qui sont dans les zones-là qui essaient de circuler pour faire des activités. Mais il n'y a jamais eu de tension à ce niveau que je sache, en tout cas pour les infos que j'ai, pour les infos que nous suivons tous d'ailleurs. S'il y avait des cas, on aurait pu avoir l'information. Donc, il en est de même pour nos compatriotes du côté, quand vous prenez du côté de Basila, toute la zone là, jusqu'à Aledjo, ça fait frontière avec le Togo. Et donc, les gens feraient mieux de respecter les instructions des forces de sécurité. Parce que déjà, il faut rappeler qu'il y a le djihadisme qui sévit. Donc, ces pistes-là qui sont fermées, c'est pour empêcher la circulation de ces personnes de mauvaise foi dans une certaine mesure, pour assurer leur sécurité. C'est très important. Les 4 vérités, Laurent Roland-Anthony Quesse parle également de conseiller de la HAC promu dans l'ordre national du Bénin. Oui, écoutez, quelqu'un qui sert l'État, et qui le sait bien d'ailleurs, est en droit d'être promu. C'est vrai que beaucoup n'ont pas eu cette chance avant de finir leur fonction à la tête de l'État. C'est leur tour d'être promu. On a pu voir nos aînés, Franck Portier-Main et puis Amand Rousseau. Le vice-président. Oui, et Amand Rousseau qui ont été promus également. Donc, on ne peut que leur dire félicitations. Ils sont pratiquement à la fin de leur mandat. Ma prière pour eux, que après cette expérience de la HAC, qu'ils soient davantage promus et élevés. Pourquoi pas? Parce que c'est comme on dit en fond, donc ils ont été déjà le Nian. Il ne peut plus retenir être le Nian-Vie dans une certaine mesure. Peut-être que la prière qu'on va leur faire, peut-être que la prochaine étape, que ce soit comme leur ancienne collègue, Cécilia Oumenou, qui est devenue députée de l'Assemblée nationale. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Donc, tout le bonheur pour eux et que Dieu les aide davantage. On va poursuivre Laurent Roland-Anthony Quesse par un autre fait d'actualité abordé par les quotidiens ce matin. Guy Mitokwen notamment, désormais docteur en géographie. Oui, la politique, ce n'est pas un refuge pour ne rien faire. On a pu voir son parcours. On a dit qu'il était géographe de formation. Sauf erreur de ma part, il était professeur d'histoire géo. Et donc, il fallait qu'il prenne ses responsabilités à un moment donné pour continuer à étudier. Et donc, certainement, personne l'avait vu venir. Donc, il surprend beaucoup de personnes en soutenant sa thèse de doctorat aujourd'hui. Géographie et gestion de l'environnement. Voilà, et donc, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Parce que, oui, si vous travaillez à conquérir le pouvoir, c'est pour l'assumer. Et sans compétence... je dirais quoi, sans compétence, dans une certaine mesure, vous ne pouvez pas régler un certain nombre de problèmes. Donc, avec ce qu'il fait maintenant, ça le prédispose peut-être à occuper d'autres fonctions en dehors du poste qu'il avait occupé. Le député, il peut être nommé ministre, pourquoi pas, il peut être nommé secrétaire général, comment vous appelez, de la SONEP, par exemple, pourquoi pas. Ouais, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Ah oui, parce que le procès qu'on fait, c'est que souvent quand on nomme quelqu'un, on dit où est son CV. Comme si c'est le diplôme, si c'est nécessairement la chose, malheureusement. Il y a des gens qui n'ont aucun diplôme, qui sont assez efficaces et qui peuvent faire preuve d'une très bonne gouvernance. Vous savez. Donc, oui, mais déjà, le diplôme, c'est quelque chose de très important. Je ne dis pas que le diplôme... Dans un système comme le nôtre... Oui, je ne dis pas que... Justement, je ne veux pas
avoir les mêmes propos de ce député qui a dit qu'aujourd'hui on ne parle plus de diplôme, mais on parle de ce que vous savez faire. Et quand je l'ai repris ici, il allait se plaindre comme quoi je m'acharne contre lui. Fort heureusement que je ne suis pas du genre à appeler un député ou un ministre pour parler, même pas pour lui dire bonjour, quand même je l'ai contacté dans mon portable. Fort heureusement pour moi, parce que la raison qu'il a évoquée après, j'ai compris que ce n'est pas des gens avec qui il faut faire amitié. Donc, pour vous dire, oui, il faut étudier aujourd'hui, et il fait bien d'étudier avec son doctorat, certainement, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Bien sûr. Si Dieu décide de donner le pouvoir à sa formation politique, il peut être mieux aguerri. Donc, il est d'ailleurs désormais le responsable à la communication. Donc, voilà, il peut être mieux aguerri pour d'autres tâches. Mieux aguerri pour d'autres tâches. Bonne nouvelle quand même, Laurent Roland Toninquès, pour les populations d'Abomey et Calavi et environ, puisque le pont de Djonou, vraisemblablement, va connaître quelques travaux de réfection. Oui, je précise que ce pont est un pont flottant. C'est-à-dire? Beaucoup ne le savent pas. Le pont est fait de sorte que, à des moments donnés, ça peut bouger. Et quand ça bouge, on peut sentir comment je l'appelle, quelques casses, quelques dégâts autour du pont et qu'on peut arranger au fil du temps. Bon, je tiens l'information de quelqu'un qui est spécialiste de pont et chaussée. D'accord. De toute façon, que vous connaissez très bien. Bon, je le cite, c'est Jérôme Dandienou qui est spécialiste de pont et chaussée d'ailleurs. Qui m'a dit en fait que ça fait 2 ans ou 3 ans que c'est un pont flottant. En fait, beaucoup ne peuvent pas savoir que c'est un pont flottant. C'est fait de sorte que, contrairement à ce que peut penser, ça ne peut pas s'affaisser du jour au lendemain comme ça, comme on peut avoir le pont l'ancien pont de Cotonou par exemple. Mais il faut au fur et à mesure des aménagements. Sinon, comment comprendre que pour un pont qui a ce problème, ce n'est pas une journée pour réparer? Bien sûr. Vous voyez? Donc, ils viendront juste colmater quelque près ce qui ne va pas, arranger ça, et puis le lendemain, automatiquement, c'est encore ouvert à la circulation. Et donc, les populations doivent avoir des difficultés à circuler aujourd'hui, mais ce n'est pas difficulté à circuler. Si vous voulez aller à... le gouvernement aujourd'hui a fait des infrastructures, pardon. Quand vous quittez Cotonou et que vous voulez aller à Womé, Godomé, Calavi et environ, il suffit seulement de passer au niveau du carrefour Concorde à Cotonou, de prendre par le pont là et facilement et rentrer chez vous. Dans Womé. Voilà, et si vous voulez aller à Toba, vous voulez aller à Tokan, vous voulez aller à Wedo, Révier, là, au lieu de prendre par Bota, vous ne prenez pas carrefour Kokodji. Et donc, vous rentrez chez vous facilement. Donc, le problème, c'est que c'est peut-être de voir au niveau de la circulation comment est-ce que les gens vont pouvoir circuler. Donc, dans une certaine mesure, vous quittez Cotonou, vous passez par l'aéroport, vous continuez tout droit au niveau de, comment vous appelez, Carrefour Club des Rois, vous tournez par Godomé, là, vous sortez par là, vous sortez au niveau du magasin. Si vous voulez aller à Calavi, vous sortez, vous sortez de l'autre côté par, comment vous appelez, le PK14, Carrefour PK14, vous continuez votre trajet, vous sortez au niveau de Carrefour Concorde, vous allez par là pour entrer dans Calavi. Si vous voulez, au niveau de Womé, au niveau du marché déjà, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité qui vous amène par le carrefour Mangui, je crois, sauf erreur de ma part. Et il y a l'autre côté qui vous amène par, qui vous permet de passer pour rentrer dans, comment vous appelez, en tout cas, vous avez 2 options, la gauche et la droite. J'oublie l'autre côté, là où ça mène directement. Donc, je ne m'y aventure pas parce que je suis nul en la matière. Donc, voilà, donc quand vous ne prenez pas la droite, directement vous tombez au niveau de vous appelez Francis le Jourdain, c'est la voie qui sort par là-bas. D'accord. Par, comment vous appelez, il y a un nom qu'on donne à cette localité. Dans la zone de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, il y a un nom que le quartier porte. Franchement, ça m'échappe. De toute façon, vous avez plusieurs possibilités. Donc, ils peuvent sortir par là. S'ils ne veulent pas passer par là-bas, ils passent par le pont de, comment vous appelez, Carrefour Togoudou. Là, ils retournent au niveau du Carrefour Ita pour continuer. C'est aussi facile. Le chef de la circonscription a parlé. Non, je ne suis pas chef de la circonscription. En tout cas, oui, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque cela fait quelques années qu'on se plaint de l'état de ce pont. D'ailleurs, un sujet a été réalisé par la rédaction de l'NTV et Diaspora FM il y a quelques jours seulement.
sur cette situation. Au passage, félicitations à Carnot parce que oui, son reportage a Carnot porté. pour son reportage qui vraisemblablement a porté ses fruits. Et c'est justement tout ce qu'on peut demander aux autorités. On va remercier tout au moins la Société des infrastructures routières de l'aménagement du territoire qui certainement cette fois-ci a été proactive parce que ça fait longtemps qu'on dénonce ces problèmes. Et je voudrais interpeller la CIRAT ce matin aussi pour dire ayez un regard. Vivement que la prochaine étape soit celle donc du trafic local. Non seulement ça, d'avoir un regard sur les nids de chameaux, pas d'autres. Les nids de poules. Pas ni de poules, les nids de chameaux sur le tronçon. En tout cas, au niveau déjà au Carrefour Pota. De Pota jusqu'à. Maintenant, au niveau du Carrefour Tangoudola. Et quand vous prenez maintenant la voie pour venir à Calavi, en face du marché, tout ça là, voilà, qui parce se penche que sur. Petit à petit, ça se creuse, petit à petit, ça s'élargit. Et bienvenue les dégâts dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est vrai qu'à Cotonou, il y a beaucoup de travaux qui se font. Et c'est pourquoi je disais que Tonato, un journal a écrit la dernière fois en toute discrétion. Il faut féliciter et remercier Tonato et son équipe et la CIRAT pour les travaux en cours. Et on les invite à mieux faire. Mais voilà, il y a possibilité toujours de faire mieux. Et c'est ce qui est souhaité, Laurent, Roland, Tonéi, qui est... on va finir, mais pas avant d'avoir parlé de ce sujet avec Daibi Info. Cajou et soja au Bénin, le gouvernement interdit l'exportation dès avril 2024. On nous a dit cette année qu'on interdisait l'exportation et aux producteurs qu'on a racheté les produits chez les producteurs, mais je ne trahis aucun secret que le produit est exporté aujourd'hui. Par qui? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est exporté. Ils le savent, ils savent très bien que c'est exporté. Maintenant, quand on dit qu'on interdit l'exportation dès avril 2024, en fait, c'est aussi une manière de mettre un embargo sur la pollution, en tout cas la pollution en griffe des producteurs. À partir de 2024 pour leur dire finalement. D'ailleurs même, vous savez, nous sommes dans une saison où à partir de 2024, en fait, il y aura la récolte, ce qui sera semé maintenant. Donc le gouvernement anticipe en fait. Oui, c'est une manière d'informer. C'est pas informer. Que les uns et les autres prennent leurs dispositions. Non. Bon, alors quand on dit ça, on décourage les gens. Et ça peut avoir un impact assez considérable. Parce que si les gens ne font pas de soja, est-ce que vous aurez... C'est-à-dire? Ah oui? Mais quand on vous dit que vous n'avez pas... Enfin, que l'exploitation est interdite, ça suppose qu'on rachète. Donc vous avez l'assurance que vos productions seront rachetées. Quand on rachète... Que vous serez rétribué d'une manière ou d'une autre. Quand on rachète et que vous savez après que c'est... À quel taux voulez-vous dire, voilà, à quel prix, mais que vous savez qu'après aussi c'est exporté. Est-ce que l'entreprise locale dont on parle a la capacité de transformer la quantité de soja produite par les agriculteurs au Bénin? Qu'on se dise la vérité. Donc, très certainement qu'on se donnera ces moyens d'ici 2024. Oui, mais donc cette année, on a eu un avant-goût de la situation cette année. Oui. On a interdit l'exportation, mais actuellement, le soja béninois est mis dans des sacs, je ne sais pas, hein, et chargé dans des conteneurs. En avez-vous les preuves? Je le dis, et je le dis avec peine au cœur, moi j'ai vu. Vous présenterez très certainement les preuves en temps opportun. Laurent Roland Tonéi-Kess, merci. On parlait de la HAC tout à l'heure avec les conseillers notamment qui ont donc été, qui ont reçu des médailles et qui ont été distingués. Le potentiel nous emmène également à la HAC ce matin, nous informant que la criette justement a frappé à la HAC et 2 cadres se retrouvent en prison. Malheureusement, vous gérez mal, vous répondez de vos actes. Votre mauvaise gestion. Mauvaise gestion vous amène à la criette, vous répondez, malheureusement. Aujourd'hui, c'est parce que vous pensez que les gens mangent avec la louche que vous allez vous permettre de manger avec votre cuillère à café. Je demande à tous les cas de faire très attention. Même si vous voyez votre chef manger avec la louche, pardon, laissez même cuillère à café, ne mangez même pas. Prenez les miettes qu'on vous donne comme rémunération. Autrement,
vous répondrez et vous ne pourrez même pas d'ailleurs citer un chef. C'est ce que je dis souvent. En fait, quand on prend les questions de mauvaise gouvernance, la plupart du temps, mauvaise gestion, la plupart du temps, c'est des instructions données par des chefs peut-être et qui sont exécutées par des subalternes, malheureusement. Mais au moment où le subalterne est en train de donner au chef sa part, il ne peut pas oser demander à son chef de signer une décharge. de lui faire une décharge. Donc finalement, quand ça arrive, c'est ta parole contre celle du chef. Contre celle du chef. Le chef dit, mais ok, tu m'as donné de l'argent, où est la preuve? Tu n'as pas de preuve. Tu diras, il a dit, mais devant le juge, c'est la preuve est là. En tout cas, je ne vais pas continuer. En tout cas, plusieurs autres cadres seront bientôt interpellés, informent le potentiel par les éléments de la BEF. Laurent Roland-Tonenquès, donc on attendra de voir, de suivre l'évolution de ce dossier. Merci à vous. C'est moi.